Une vidéo en détail sur les volumes des jambes, mieux comprendre pour mieux arriver à dessiner. Alors il y a 3 volumes principaux dans la jambe. En premier le fessier, ensuite le quadriceps et ensuite le mollet. Et tous trois, ils vont créer de profil des courbes tellement reconnaissables que c'est impossible de passer à côté. En effet, on a un bombé ici à l'arrière avec le fessier, un bombé ici à l'avant avec le quadriceps, un bombé à l'arrière de nouveau avec le mollet, et puis enfin, juste ici, une petite oblique qui s'effectue entre la rotule et la tubérosité tibiale. Alors, un fessier, un quadriceps et un mollet, c'est bien joli, mais c'est pas suffisant pour créer une jambe complète. Ici, il faudrait qu'on ajoute des extenseurs des pieds qui permettent donc de redresser le pied en opposition au mollet qui lui l'abaisse. On va aussi devoir ajouter des fléchisseurs de la cuisse qui vont, eux, permettre de fléchir la cuisse comme leur nom l'indique. Si on est attentif à la courbe et les points d'insertion du quadriceps, on voit que ça commence sur la rotule et ça se termine sur le grand trochanter, c'est-à-dire en plein milieu de la fesse. Et lorsqu'on redresse la cuisse, celle-ci va toujours s'orienter en direction du grand trochanter et non pas de la crête iliaque. Donc c'est super important de connaître ce point d'insertion pour dessiner une cuisse correctement dans toutes les positions. Et cet aspect intéressant, on va le retrouver aussi sur le mollet. Le mollet qui remonte à l'arrière sur les condyles du fémur, qui, avec le plateau du tibia, crée une sorte de relief sphérique. Et si on continue avec nos observations schématiques, on va se rendre compte qu'entre chaque courbe, on a une droite. Depuis le bassin jusqu'à la cuisse, à l'arrière des fléchisseurs de la cuisse, et sur le tibia, bien sûr, qui est très droit. Donc ça fait un rythme courbe, droite, courbe, droite, courbe, droite. Alors la majorité du quadriceps vient s'intégrer sur le grand trochanter, à l'exception d'un des muscles du quadriceps, le droit du quadriceps. Et lui, il vient s'intégrer juste en dessous de la crête iliaque sur l'épine antéro-inférieure. Et du fait qu'il soit décalé sur le haut, il est aussi décalé sur le bas. Donc en bas, il remonte plus que les autres. Donc là, on voit ce long tendon qui vient se connecter à la rotule. Il vient se connecter ensuite sur le tibia, au niveau de la tubérosité tibiale, juste ici, cette petite boule qui dépasse du tibia. Et cette différence entre le volume du quadriceps et le droit du quadriceps, on la voit assez bien ici. On a la crête iliaque, le grand trochanter, on dessine le quadriceps depuis la rotule jusque sur le grand trochanter et on vient ajouter le droit du quadriceps par au-dessus en direction de la crête iliaque, juste un petit peu en dessous de la crête iliaque, ceci dit. En dessous de ce droit du quadriceps, on va retrouver 2 volumes principaux. Ici, vers le milieu de la silhouette, on a le vaste médial comme milieu et il va retomber assez bas. De l'autre côté, qui remonte un petit peu plus haut mais qui s'étend bien plus large sur le côté, le vaste latéral, et qui redescend même presque sur l'arrière de la cuisse. Alors juste là, autour du grand trochanter, on se rend compte que le muscle du quadriceps ne couvre pas tout, il nous reste de la place pour mettre un grand muscle. Ce muscle, c'est le muscle du fessier. Et le fessier, il est constitué du grand fessier, du moyen fessier et du tenseur du fascia lata. 3 parties qui s'articulent autour du grand trochanter. Les muscles de la fesse, les voici. Ici à l'arrière, on sait voir le grand fessier et le moyen fessier. Le grand fessier, il s'intègre principalement sur le sacrum et il vient s'accrocher en dessous du grand trochanter. Le moyen fessier, aussi visible derrière, il s'intègre sur presque toute la crête iliaque et sur le grand trochanter au milieu. Il va laisser juste un petit peu de place sur le côté tout à l'avant de la crête iliaque pour le tenseur du fascia lata qui est visible lui même de devant et qui vient s'intégrer ici sur le fascia lata qui va vraiment aller chercher très loin sur le tibia de la force pour permettre à la fesse d'aider à tirer la jambe sur le côté. Sur le pourtour du fascia lata, on va remarquer qu'il y a une légère dépression parce que le muscle vient se relier là-dessus et ça devient plus tendineux. Et c'est ce qu'on voit terriblement bien avec ce modèle, où on voit ici le moyen fessier et le grand fessier qui laisse un creux au centre, là où ils se rejoignent sur le grand trochanter et donc sur le fascia lata. Ça fait donc un bel arrondi, comme accentué sur ce schéma-ci. On se souvient qu'on avait observé une certaine verticalité entre la crête iliaque au niveau du bassin et le début du volume du quadriceps. Cette verticalité, elle est due au tenseur du fascia lata, un muscle très important pour définir la structure du bassin.
Donc il fait une étape assez droite entre le bassin et le quadriceps. Et on va le voir vraiment structurer très fort la cuisse. Donc observez-le attentivement à chaque fois. Alors sur la face avant, le premier muscle qu'on repère, c'est le quadriceps, bien sûr, ici en noir, qui est enclavé de chaque côté par le tenseur du fascia lata à l'extérieur en orange et en bleu à l'intérieur, le grand couturier qui vient le séparer d'un groupe ici représenté en jaune, les adducteurs. Ce quadriceps, il est en oblique depuis la rotule en direction de l'extérieur et on va voir que ça suit un axe bien particulier. Cet axe, il passe depuis la crête iliaque jusque dans les rotules pour terminer dans les malléoles. Donc on le voit ici, on passe dans la crête iliaque, on vient rencontrer le point de départ du grand couturier et du tenseur du fascia lata en bleu et en orange. On vient descendre ici, si vous regardez à droite, sur le fémur, on passe entre la tête du fémur et le grand trochanter, et on longe tout ce fémur pour redescendre jusqu'à la rotule. En dessous de la rotule, on va trouver une tubérosité tibiale sur laquelle vient se rattacher le tendon de la rotule. Juste ici. On redescend encore, on redescend tout le long du tibia et on va arriver sur la malléole du tibia pour terminer par, ici, encore un peu plus bas, le gros orteil. Et on peut donc constater que plus on redescend et plus les articulations vont se rapprocher du centre de la silhouette pour venir en fait sous le centre de gravité. Alors on vient de découvrir les adducteurs ici en jaune. Les adducteurs ils permettent de rapprocher les cuisses du centre de la silhouette et aussi un peu de relever la jambe. Alors on va les voir assez bien chez cette femme par exemple. Les adducteurs donc ils commencent ici sur le pubis et ils proviennent aussi du bassin et ils vont venir les chercher jusque dans l'intérieur de la cuisse. Par au-dessus on retrouve le quadriceps et ici par en dessous le grand fessier. On va commencer par mettre le vaste médial, donc cette partie intérieure du quadriceps. Et puis par au-dessus, ce muscle qui dépasse fort, c'est le droit du quadriceps toujours. Et puis ici sur le côté, on termine avec le vaste latéral du quadriceps toujours. Ici sur la crête iliaque, on va venir placer le grand couturier qui va venir passer pile entre la jonction entre le quadriceps et les adducteurs. Il vient s'insérer sur la tête du tibia. Donc en clair, juste ici. Et de l'autre côté du grand couturier, il s'agit ici encore de notre tenseur du fascia lata. Donc le quadriceps est vraiment coincé entre ces deux muscles-là, et lorsqu'on fléchit la jambe, eh bien, il remonte entre les deux muscles. Donc ici, on voit assez bien la crête iliaque et le grand couturier, et puis juste en dessous, les adducteurs de la cuisse. Ensuite, on a vu ces muscles-là, maintenant on va voir ceux-là, les fléchisseurs de la cuisse, donc qui permettent de ramener la jambe en arrière. Sur le côté, juste à l'arrière du quadriceps, on retrouve les fléchisseurs de la cuisse. Donc ils se divisent en deux gros groupes qui passent de chaque côté en évitant le mollet et qui reviennent sur les côtés du tibia. Ici, on voit que sur le côté du tibia, hop, ça s'attache même de ce côté-là derrière le grand couturier. Donc de ce côté-ci, ça va s'attacher près du fascia lata et c'est carrément sur le péroné. Lorsqu'on fléchit la jambe, les fléchisseurs de la cuisse vont s'écarter pour laisser passer le mollet entre les deux, dans ce qu'ils appellent la fosse poplitée. Et ça vient s'articuler à peu près comme le ferait une agrafeuse. Donc plus on fléchit la jambe, plus les tendons des fléchisseurs viennent de chaque côté couvrir le mollet. Jusqu'au moment où c'est si replié qu'on est accroupi, et les mollets viennent appuyer contre les reliefs des quadriceps et les font dépasser sur les côtés. Donc on a vraiment d'abord le relief des adducteurs et puis les quadriceps qui viennent d'un coup se déplacer comme ça, bomber sur le côté. Donc ici on s'intéresse au mollet. Le mollet, comme on l'avait vu, il commence son insertion ici sur le dessus de l'articulation sphérique du genou. Et puis d'un coup brutalement il change de structure à la moitié de la jambe. Ici donc ça devient tendineux. En réalité ça c'est le gastrocnémien, donc il n'occupe que la moitié supérieure du mollet. Et lorsqu'on le retire, on va apercevoir en dessous le solaire. Le solaire, lui, qui occupe toute la partie basse du mollet. Tous les deux, donc, ils sont reliés comme ça par un grand tendon d'Achille au calcanéum. Calcanéum, l'os du talon. Donc ici, tout tendu, le solaire, et puis le volume du gastrocnémien qui revient par au-dessus. Et même sur un modèle plus détendu, on va retrouver le même genre de relief. Donc ici, la différence de volume entre le gastrocnémien et le solaire, on la voit assez bien.
Ensuite ici, on va observer la façon dont le tibia est assez tranchant en fait. Donc il a un relief comme ça, assez triangulaire, et sur toute cette face-ci, en fait, le tranchant du tibia va rester complètement nu. Donc on voit le mollet ici, il arrive juste sur l'arrière du tibia, mais il ne le couvre pratiquement pas. Tandis que ce côté du tibia va se retrouver vraiment entièrement couvert, lui et le péroné qu'on voit ici, vont se retrouver entièrement recouverts de muscles. Voilà ici les extenseurs du pied qu'on voit en action juste ici. Et en raison de cette grosse différence, c'est-à-dire ici complètement rempli et ici complètement creux, on va constater que la jambe est très différente en fonction de si elle est regardée sur le côté, où on retrouve la structure du bassin, mais au niveau du genou, on n'a globalement pas de surprise, ou sur l'intérieur. Car là, on va vraiment voir apparaître un creux dans la silhouette sous l'articulation du tibia. Ces différences entre le relief intérieur et extérieur de la silhouette créent tout un rythme. Ce rythme, on va essayer de comprendre à quoi il correspond. Donc déjà ici, vous reconnaissez la crête iliaque tout au-dessus, dans le bassin. On va y accrocher le tenseur du fascia lata d'un côté du quadriceps et le couturier de l'autre côté du quadriceps. On continue ici sous l'arrondi du genou et puis ici sur la surface nue du tibia, relativement arqué. Retenez bien ça, ici c'est à la fois creux et assez courbé sous le genou. Ici on a le gastrocnémien qui vient s'accrocher à l'arrière de l'articulation du genou. Et puis de ce côté-ci aussi les adducteurs qui vont venir aussi à l'arrière de la jambe. On va placer ensuite le solaire sous le gastrocnémien qui passe aussi lui par derrière sur le péroné. Ensuite ici l'autre relief du tenseur du fascia lata, très caractéristique du bassin, qui s'accroche sur le grand trochanter ici en rond. À partir de là on accroche donc le quadriceps. Ici on aperçoit à nouveau l'arrondi du genou. Et finalement la malléole du tibia et du péroné, donc ça redescend toujours vers le péroné, c'est-à-dire vers l'extérieur. Les malléoles, c'est super important de retenir qu'elles retombent toujours sur l'extérieur en oblique. Très important. Ensuite, sur la surface extérieure, entre les repères osseux, on met juste des courbes. Ici, on va retrouver donc ces différences entre la silhouette à l'extérieur et à l'intérieur. Et on peut donc voir vraiment les obliques que ça crée comme ça, entre ces points de repère-là, à l'extérieur et à l'intérieur de la silhouette. Ça aussi, c'est vachement intéressant, je trouve. Et enfin, on pourrait rajouter les deux volumes décalés du quadriceps, le vaste latéral et le vaste médial. On se rend donc compte que l'espace négatif entre les jambes a un gros potentiel graphique, comme Egon Schiele l'a bien compris d'ailleurs. Je vous invite maintenant à réinterpréter tout ce que vous avez appris et à juste vous éclater en dessinant.